le milieu universitaire est un milieu symbolique qui a toutes sortes de hiérarchies internes et une de ces hiérarchies-là porte sur les objets de recherche. Travailler sur un objet de recherche révèle, ou on a l'impression, révèle un peu le chercheur. Quelqu'un qui travaillerait sur la pornographie ferait sourciller évidemment ses collègues de travail parce qu'on se demanderait mais qu'est-ce qu'il vient faire dans ça? Pourquoi est-ce qu'il travaille là-dessus? Quelqu'un qui travaillerait sur les nains de jardin, il y en a, évidemment soulève le même genre d'interrogation. Donc, travailler sur les zombies, si l'objet lui-même est sa propre finalité, hein, je travaille sur les zombies parce que j'aime les zombies puis je veux faire une sorte d'apologie ou d'histoire des zombies, ça peut soulever un certain nombre d'interrogations, valides ou non, parce qu'il y a probablement des choses formidables à faire avec tous les objets, mais c'est certain qu'il y a une certaine forme d'étiquette de la recherche où il y a des sujets qui apparaissent plus valables, plus importants ou plus reconnus que d'autres. Travailler sur Van Gogh, ça sonne sûrement mieux que travailler sur un peintre obscur qui n'a jamais eu de réussite, alors que si l'objectif est de comprendre les rapports entre la psyché d'un artiste et puis ses œuvres, les deux seraient tout à fait valables, mais ça fait partie de l'espèce de culture de l'université que de hiérarchiser les problèmes en supposant que certains problèmes sont moins intéressants ou encore que si les problèmes nous intéressent personnellement ou si les objets sont intéressants en soi, ils sont aussi moins intéressants pour le champ de l'université. Tu parles de sujets intéressants. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des sujets qui peuvent être snobés à l'intérieur du monde universitaire? Ah, complètement. Puis dans mon cas, à moi qui est en histoire de l'art, il y a toute une structure, une hiérarchie des problèmes, des enjeux, des thèmes qui sont très clairs. On va travailler sur des œuvres qui sont entrées au musée. On ne va pas aller travailler sur les œuvres qu'on va trouver sur la rue Saint-Paul en Basse-Ville. Les collègues vont les mépriser de façon tout à fait claire en disant que c'est des croûtes, etc., que ça ne vaut pas le regard qu'on pourrait porter sur eux. On n'en parlera pas en classe, etc., parce que, mais ça c'est peut-être propre à mon champ, il existe des distinctions très, très, très tranchées dans les différents types d'objets que l'on peut ou doit enseigner ou que l'on peut ou doit... sur lesquels on peut ou doit faire de la recherche. Moi, je suis convaincu de la valeur de ce qu'on fait, ça ne m'inquiète pas du tout. Mais je pense qu'il faut commencer à se retrousser les manches, par exemple, puis à redonner leur lettre de noblesse aux disciplines dans lesquelles on est inscrit, parce qu'on vient de traverser une époque qui n'était pas toujours très joyeuse, et je pense sincèrement que le relativisme a fait des dommages considérables dans le champ du savoir, surtout en sciences humaines et sociales. Je pense que ça l'a permis de douter de la pertinence et du sens de toutes ces disciplines-là. À mon avis, ce pas les disciplines qu'il faut jeter. Au contraire, elles ont produit des résultats, elles sont tout à fait capables d'en produire et elles résonnent sur le réel. Je pense qu'il faut bien travailler. Puis je pense que quand tout ça va être fait, puis quand on va revaloriser ce genre de discours-là, je pense qu'on va pouvoir aussi reconnaître les grands chercheurs comme on peut reconnaître des grands sportifs, c'est-à-dire des gens dignes d'admiration parce qu'ils ont investi énormément. Ils travaillent sans aucun doute pas moins qu'un grand athlète et ils ont souvent des capacités extraordinaires qu'ils ont été capables de pousser jusqu'à leurs limites, ce qui leur permet de comprendre, de faire comprendre aussi, il y a souvent des grands pédagogues dans ça, des choses extrêmement complexes et qui sont fascinantes et qui sont signifiantes. Est-ce que ça passe par la vulgarisation, notamment? Pas pour tous. Je pense qu'il doit y avoir un travail de vulgarisation. Je ne suis pas sûr que tous les chercheurs doivent faire toujours de la vulgarisation. Il y a des chercheurs qui sont probablement comme des avions qui trouvent extrêmement pénible le décollage et l'atterrissage, mais qui sont particulièrement rapides en haute atmosphère. Laissons-les être en haute atmosphère. Arrêtons de leur demander d'atterrir et de redécoller à chaque fois, c'est-à-dire d'expliquer les prémices qui mènent à la complexité de leur pensée. D'être constamment en train de refaire ce chemin-là, c'est peut-être pas ce qui est le plus utile. Je pense qu'il faut les laisser travailler, mais il faut qu'il y ait des gens qui les entourent, leurs étudiants, d'autres chercheurs, qui soient capables de non seulement d'expliquer, de faire comprendre, puis peut-être de trouver les aboutissants de ces recherches-là. Mais je pense qu'il y a différents types de chercheurs parce qu'il y a différents types de recherches à faire. Je pense qu'il faut valoriser aussi ce genre de
de travail, de compréhension, de vulgarisation, voire d'interdisciplinarité, c'est-à-dire est-ce que ce que je suis en train de découvrir en anthropologie n'a pas aussi sa portée en sociologie? Est-ce que affirmer une telle chose, ça n'a pas des échos aussi dans la philosophie contemporaine ou l'inverse, ou etc. Je pense qu'il y a des gens qui doivent être capables de faire ça, tout comme il y a des gens qui doivent être capables de mener les recherches les plus pointues possibles parce qu'elles sont capables d'arriver à des résultats fascinants, signifiants, etc.